Aujourd'hui, je reçois Francesca Thaïs. Francesca a un compte Instagram dans lequel elle aide les femmes à mieux gérer leur argent. C'est un contenu passionnant que je vous recommande d'aller consulter. Dans cette interview, elle va nous parler de son compte Instagram, de comment elle l'a monté pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 2000 abonnés et comment ce compte alimente son business. Elle va nous parler entre autres de pourquoi avoir une audience déjà chaude pour lancer son business, c'est important. Comment les Reels l'aident à atteindre une nouvelle audience et capter de nouveaux abonnés. Le pouvoir et la puissance pour elle d'avoir une vraie stratégie éditoriale et aussi l'importance de comprendre et de bien connaître son audience pour créer du contenu pertinent. Je suis Laurence Dayed de Rapidly, la plateforme qui t'aide à écrire des posts qui te rendent visible, qui engagent ton audience et qui te permettent de vendre tes produits et tes services sur Instagram. Bonjour Francesca, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai plein de questions pour toi parce que j'ai découvert ton compte, mais complètement par hasard, et je suis complètement fan de ce que tu fais. Alors, première question pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as lancé ton business et ce compte Instagram? Hello Laurence, hello tout le monde. Déjà, merci pour ton invitation. Alors, mon histoire, elle a commencé en 2018 par un blog que j'ai lancé. Et ce blog, je l'avais lancé vraiment parce que à cette époque de ma vie, j'avais envie de mieux gérer mes finances personnelles. J'avais envie de consommer du contenu sur la gestion des finances personnelles pour développer mon intelligence financière, etc. Parce que je jugeais que c'était important, mais que je n'avais pas cette base-là. Et en fait, à force de consommer ce type de contenu, j'ai été prise de passion pour tout le sujet de l'éducation financière. Et je me suis dit, ah tiens, et si je créais un blog qui était spécifiquement destiné aux femmes? Et c'est comme ça que j'ai lancé un blog en 2018, qui avait un nom très compliqué que je ne vais pas redire. Et comme ça, j'ai blogué pendant 2-3 ans. Et suite à cela, donc en juillet 2020, on était en pleine pandémie du Covid. J'étais enceinte de mon fils et je me suis dit, ah tiens, je ressens que les femmes ont envie de plus. Elles ont envie de plus que de lire des articles. Elles ont envie de plus que de lire des posts Instagram. Elles ont vraiment envie de passer à l'action. Et là, je me suis dit, ah tiens, et si j'organisais un atelier, une masterclass sur la gestion des finances personnelles? Et c'est comme ça j'ai posé la question à mon audience. Ça a commencé comme ça. Et j'ai eu plein de retours qui m'ont dit, ah oui, carrément, on aimerait trop un atelier vraiment focus sur le sujet. Et c'est comme ça qu'en 3 semaines, j'ai préparé ma première masterclass et que je l'ai lancée fin juillet 2020. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai démarré. Génial. Et du coup, ton compte Instagram, tu l'as lancé quand alors dans toute cette historique? En fait, j'ai lancé dès 2018. Je pense que c'était en janvier 2018. Je venais de parler de mon idée de blog à une amie et elle m'a dit je te mets une deadline, il faut absolument que tu la crées pour le 31 janvier, je pense, 2018. Et c'est comme ça que j'étais pas prête. Je n'avais pas de site internet. J'ai créé mon compte Instagram avant mon site internet. Et le 31 janvier, parce que je m'étais engagée auprès de cette amie qui était, elle, déjà entrepreneur, j'ai créé mon premier post Instagram qui s'intitulait, je pense à l'époque, je me jette du haut de ma falaise ou quelque chose comme ça. Et j'ai posté le premier post et tout de suite, j'ai eu mes premières copines, enfin mes copines qui étaient directement les premières abonnées sur le compte. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai créé le compte Instagram ce jour-là. D'accord. Donc, tu as commencé en fait avec ce blog et ce compte Instagram en parallèle sur lequel tu publiais sur les deux en fait. En fait, non, mon site internet, il est arrivé 5 mois plus tard parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Donc moi, je travaillais de base comme consultante en stratégie dans un cabinet de conseil en région parisienne. Et donc, j'avais jamais créé de site internet, je ne me connaissais absolument pas au monde du digital, du blogging, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé d'abord le compte Instagram et ensuite, je me suis lancée dans la création de mon site internet. Avec le recul, je ne pense pas que je me réinfligerais cela parce qu'en plus, j'ai démarré avec un WordPress, donc le modèle le plus compliqué. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre un Wix ou un Squarespace, etc. Non, j'ai pris du WordPress et je me suis arraché les cheveux pendant 5 mois pour créer mon site internet. Donc, mon site internet est arrivé 5 mois après mon premier post Instagram.
Ok, effectivement, je comprends que tu as un peu galéré pour bien J'ai connaître vraiment WordPress. galéré. Alors, question pour toi, du coup, quand est-ce que tu as, puisque tu dis, tu as commencé en 2018, tu as lancé le business en 2020, Mm, quand est-ce que tu as commencé à sentir justement, en publiant comme ça sur Instagram et puis ensuite sur le blog, quand est-ce que tu as commencé à sentir que il y avait vraiment un lectorat pour toi, qu'il y avait des gens qui te mm. suivaient de manière régulière? Quand est-ce que tu as Oui. senti que la mayonnaise prenait? Quand je croisais des personnes que je connaissais pas forcément, mais qui me parlaient de mon blog et qui m'encourageaient et qui me disaient: «Ah non, mais c'est génial ce que tu fais, les femmes en ont besoin». Et je pense qu'en fait, c'est à force d'entendre la phrase: «Nous, les femmes, on en a besoin, on aime ce que tu fais». Et je ressentais qu'il y avait en fait vraiment un réel besoin. C'est-à-dire que mon projet était certes, une passion pour moi au départ, mais j'ai commencé à ressentir, un vrai besoin de plus, au sein de ma communauté. Et je pense que c'est l'engouement, les questions qu'on me posait, via, messages privés, les commentaires et cetera. Et je me suis dit: «Ah tiens, je pense que, je peux amener ce projet encore plus loin». C'est clair que tu parles d'un sujet dont on parle trop peu. L'argent et les femmes, c'est pas souvent C'est des ça, deux mondes qui se croisent tant que ça. Et c'est c'est ça que ça, moi j'ai trouvé génial sur ton compte. Et je trouve que tu en parles effectivement. On en a parlé un petit peu avant en préparant cette interview, mais c'est vrai que moi je sens dans ton compte, et c'est ce qui m'a vraiment interpellée, que on a le sentiment que c'est une mission pour toi, mmh, d'apprendre aux femmes à utiliser leur argent et en tout cas à être à l'aise avec cette notion d'argent et de leurs finances carrément, personnelles. Tu peux nous en dire plus sur carrément. ça? Est-ce que c'est vraiment une mission pour toi? D'où ça vient Mmh. exactement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans mon histoire personnelle qui m'ont poussée à en faire, oui, vraiment une mission de vie et une vraie passion pour l'éducation financière, mais spécifiquement, des femmes. Déjà dans mon histoire personnelle, je pense que c'est mes propres difficultés que j'ai rencontrées avec, l'argent. Donc après ça, c'était dans un contexte particulier, c'était un moment où j'étais étudiante, que je recherchais un 1er CDI et que ça mettait du temps à arriver et que, du coup, j'enchaînais les petits boulots et au final, mes finances, c'était un peu, la cata à cette époque-là. Et je pense que là, la graine a été plantée à ce moment-là, je pense, où je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. J'ai envie, d'avoir une vie, confortable. J'ai envie d'avoir une vie où je me pose pas de questions sur l'argent, où quand je sors, je me demande pas si je prends un cocktail ou si je prends, une carafe d'eau ou, s'il y a un extra un extra guacamole à prendre sur son c'est avec ses chips, je ne sais pas, par exemple, que je me pose pas la question. Et à ce moment-là de ma vie, je pense que ces années-là ont été un peu compliquées et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Mais Francesca, moi, ma vie, j'ai pas envie que ce soit comme ça». Parce qu'en fait, quand on est dans ce tunnel, c'est-à-dire qu'on a un manque, donc manque de CDI à cette époque et aussi, manque d'argent, eh bien, on se demande quand est-ce que ça s'arrête. Et en fait, à un moment donné, dans ce tunnel, on commence à construire son idéal de vie. Et dans ma tête, je me suis dit: «La vie que j'imagine pour moi, c'est pas une vie où je manque d'argent et cetera». Et après, quand j'ai finalement trouvé mon premier CDI et que j'ai signé, donc ça, c'était en 2016, je me suis dit: «Francesca, tu vas bien gérer tes finances personnelles pour que ce qui t'est déjà arrivé par le passé ne t'arrive pas à nouveau». Dans le sens, tomber dans du découvert, dans des situations compliquées financièrement où on ne peut pas forcément prendre les meilleures décisions pour soi parce que, ben, on manque de quelque chose qui est essentiel, l'argent. Et à ce moment-là, je pense que la signature de mon CDI aussi a été un deuxième déclic où je me suis dit: «OK, tout cet argent, eh bien, j'ai envie, qu'il travaille pour moi, qu'il soit vraiment au service de la vie que j'ai envie d'avoir». Et c'est comme ça, je pense que, j'ai eu un 2e déclic, qui m'a attirée encore plus sur le monde de la gestion des finances personnelles. Et après, je pense qu'aussi dans le monde du travail, on le sait tous, hein, les inégalités salariales entre hommes et femmes et cetera. Donc dans mon blog, j'ai commencé à énormément parler aussi de tout ce qui est négociation salariale, demande d'augmentation et cetera, l'importance d'être, payé à sa juste valeur et hem tout simplement, de pouvoir, avoir la vie en gros qu'on a envie d'avoir et aussi celle qu'on ressent au fond de soi qu'on mérite. Et je pense que ça aussi,
ça a joué parce que j'ai entendu des histoires sur des femmes qui étaient moins bien payées que certains hommes en entreprise. Et je pense que ça aussi, ça a joué dans mon histoire personnelle. Super. Quand tu disais que tu as lancé ton blog avant de lancer ton business, et en fait, quand tu as lancé ton business, tu l'as lancé par une première masterclass Oui. sur le thème des finances. Mm. Est-ce que du coup, le fait d'avoir construit ton audience avant, est-ce que ça a marché tout de suite? Est-ce que dès que tu as lancé ta masterclass, tu avais des participants, tu avais du monde? Ouais, bah en fait, sincèrement, ça a cartonné et je pense que c'est ce qui m'a vraiment lancée. Parce que si j'avais, venant du monde du salariat pur et n'y connaissant pas du tout dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si j'aurais eu la force de persévérer dans ce domaine parce que clairement, ça m'a propulsée. Enfin, l'accueil que les femmes ont réservé à ma première masterclass. J'ai eu, à l'époque, je pense que je devais avoir moins de 1000 abonnés. Et oui, je pense que je devais avoir 1000 abonnés, autour de 1000 abonnés. Et j'ai eu 22 femmes qui se sont inscrites à ma première masterclass. Donc, en termes de taux de conversion, c'est juste énorme. Et c'est comme ça a marché vraiment tout de suite. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais déjà une audience. Elle était déjà chaude. Maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant que j'entreprends, je sais ce que c'est une audience chaude. À l'époque, je n'en avais aucune idée. Donc, dès que j'ai créé un produit, donc un produit digital, une masterclass qui avait lieu en ligne, qui répondait à un besoin pressant, urgent de mon audience, de se former, d'être éduqué sur le sujet des finances personnelles, eh bien, ça a tout de suite pris et je ne m'attendais pas du tout à avoir une vingtaine de femmes à la première masterclass. Ouais, tu l'as dit, avoir une audience déjà chaude dès le départ, c'est beaucoup plus facile, effectivement, quand on lance son produit. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses et pas dans le sens inverse, c'est clair. Clairement, et je pense aussi que le fait que j'ai été là pour elles pendant ces 2 années avant de leur proposer un produit, eh bien, je pense que j'étais déjà positionnée dans leur tête, dans leur esprit, comme la personne de qui elles avaient envie d'apprendre et de la personne qui était déjà là pour elles avant de leur demander de dépenser pour elles. Je pense que ça a joué. Oui, clairement. Alors, on va focuser un petit peu sur Instagram. Donc, Oui. tu l'as dit, il y a eu les premières 1000 abonnés. Maintenant, tu as un peu plus de 2000 abonnés. Oui, est-ce que tu peux nous donner un peu comment s'est passée la progression, ces premiers 1000 et puis ensuite les 2000? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait passer des paliers particulièrement? Alors, donc en janvier 2018, j'ai lancé la page Instagram et là, je pense que mon compte est monté en flèche très rapidement jusqu'à peu près 200-300 abonnés. Et en fait, ce que je faisais à l'époque, c'est que je célébrais le palier de 100 à chaque fois. À chaque fois que je passais le palier de 100, c'était un gros tapage dans mes stories. Alors, nous sommes une centaine de plus, nous sommes à 100, nous sommes à 200, nous sommes à 300. Je célébrais ça et je pense que ça créait un engouement qui faisait que mes copines, puis ensuite, ça s'est élargi, donc les copines de mes copines, etc., elles ont commencé à se taguer sous mes posts. Donc, il faut absolument que tu suives ce compte, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu moins de cet engouement-là, bien sûr. Mais au départ, je pense que la mayonnaise, elle a pris comme ça parce que les copines se chauffaient entre elles sous mes posts. Et c'est monté très vite à 300. Je pense que ça a dû prendre 2-3 mois. Et ensuite, après, je pense qu'arriver à 1000, ça a pris un peu plus de temps. Si je ne me trompe pas, je pense que ça a dû prendre 1 an au moins pour passer à 1000. Aujourd'hui, pour passer à 1000, je rassure l'audience qui nous écoute, c'est hyper facile de passer à 1000 assez rapidement. Donc aujourd'hui, il existe des stratégies qui fonctionnent pour ça. Mais à l'époque, moi, je ne m'y connaissais pas en Instagram, en stratégie de contenu, etc. Donc ça a pris du temps pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça prendra du temps pour les autres aussi. Donc ça, c'est mon premier palier de 1000 que j'ai célébré aussi comme une folle parce que c'est assez incroyable pour moi de fédérer 1000 personnes autour de mon blog et autour des sujets que je partage. Ah non, mais 1000, au final, j'y suis restée pendant 2 ans quand même. Parce que jusque juillet de l'année dernière, j'étais encore à 1000 quand j'ai lancé ma première masterclass.
Et là, en un an, j'ai fait plus 1000, alors que mes premiers 1000, ça a dû prendre 1 à 2 ans quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant, par exemple, ta progression va plus vite, à ton avis? Euh, je pense que c'est parce que je commence à maîtriser Instagram, parce qu'au final, j'y étais un peu sur Instagram comme j'utilisais Instagram à l'époque exactement comme je l'utilisais pour mon compte personnel. C'est-à-dire que je postais sans réelle stratégie. Et je pense que le fait d'avoir transformé mon business, enfin mon blog en business en juillet 2020, eh bien, j'ai décidé de créer une véritable stratégie sur Instagram pour me développer, parce que là, je n'étais plus un blog passion, mais là, j'étais un business qui avait besoin de clients. Donc, j'ai décidé de mettre en place certaines choses et avoir une démarche un peu plus stratégique. Donc, en termes de stratégie de contenu, en termes de collaboration avec d'autres comptes, réaliser des lives ou des posts, etc. J'étais un peu plus présente aussi. Je suis plus présente aussi en story et je commence à développer les réels, donc les reels. Donc je pense que Donc, tu penses, ça joue aussi. donc véritable stratégie sur le type de contenu que tu publies, mais aussi sur une plus grande diversité de formats, en tout cas, ou C'est une ça, c'est ça. consistance J'essaie sur les formats. d'intégrer, oui, j'essaie d'intégrer un peu plus la vidéo, parce que clairement, aujourd'hui, on le sait tous, la vidéo est un outil ultra puissant pour se faire connaître, euh, que les gens nous fassent confiance aussi, parce que le fait de nous voir et de nous voir en action, etc., eh bien, elles connectent plus facilement à nous. Et les gens, au final, ils achètent chez nous quand on est des entrepreneurs et qu'on représente son entreprise. Parce que du coup, moi, c'est du personal branding. Ce n'est pas un branding de marque que je fais, mais vraiment un branding autour de ma personne, de mes valeurs, de ce que je veux accomplir et ce que je veux transmettre. Et bien forcément, le fait d'utiliser la vidéo, les personnes connectent plus. Et au moment où on leur propose un produit ou un service, eh bien, elles ont tellement l'impression de nous connaître qu'elles nous font confiance. Et les gens achètent parce qu'ils font confiance aussi. Et donc, depuis que tu t'es mise aux Reels, par exemple, pour parler vraiment vidéo, tu sens Oui, aussi cette différence-là? Tu sens que tu touches de nouvelles personnes et que tu les touches à un autre niveau? carrément. Aujourd'hui, clairement, je pense que tous les business du mieux qu'ils peuvent devraient se mettre aux Reels, parce que je pense que ça a vraiment changé ma progression et j'ai hâte de voir les résultats, parce qu'au final, j'ai commencé réellement les Reels il y a 2 semaines, je pense. Jusqu'ici, j'en avais deux, alors que les Reels, c'est sorti, je pense, comme fonctionnalité l'année dernière. Et je n'osais pas du tout, parce que c'est un format vidéo qui restait. Et moi, tous les formats vidéo qui restent, ça me fait peur. Alors qu'en story, je sais que ça disparaît au bout de 24 heures. Mais par contre, depuis que j'ai commencé à être plus présente en story et aussi à réaliser les Reels, j'ai des dizaines d'abonnés, voire des vingtaines de personnes qui s'abonnent tous les jours à mon compte. Ah ouais, jolie progression. Mm. Oui, du coup, Effectivement. j'ai hâte de voir. Là, j'ai pas la fin de l'histoire, mais sur les 2 dernières semaines, j'ai dû avoir une progression d'une cinquantaine d'abonnés, alors qu'avant, je devais faire une cinquantaine sur le mois ou sur 2 mois, quoi. Ouais, super, super intéressant. Revenons un peu sur ton feed d'une manière générale, ta stratégie Mm. Instagram. On voit qu'effectivement, Oui. ces derniers temps, tu as progressé très vite. Tu dis les Reels, ça aide aussi. Mm. À ton avis, Oui. qu'est-ce qui fait que ton compte marche aussi bien? Alors, aussi bien peut-être, il y a peut-être deux niveaux sur la ligne C'est éditoriale. relatif. Ah, il marche quand même bien. Sur la ligne éditoriale et puis aussi sur purement technique Instagram. À ton avis, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Alors déjà, je suis flattée que tu me dises que ça marche, parce que je pense que quand nous, on est dedans, on voudrait toujours que ça marche encore plus. Et j'apprécie le fait que d'extérieur, on a l'impression que ça marche fort. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que déjà, il faut savoir que je n'ai jamais eu de calendrier éditorial, parce que je ne savais pas à quoi ça servait et que j'avais l'impression que ça me limitait. Mais depuis là, 2, 3 semaines, j'essaie de construire un calendrier éditorial pour planifier un petit peu plus mes posts.
Et ce qui fait que ça marche aujourd'hui, je pense aussi que c'est l'interaction que j'ai créée en story avec les femmes, les personnes, parce que j'ai 90% de femmes sur mon compte et 10% d'hommes. Les personnes qui interagissent avec mon contenu en story, je les sonde souvent par sondage, par des quiz, etc., qui fait que je les connais de mieux en mieux et je sais ce dont elles ont besoin. Par exemple, hier, j'ai posté une story où je parlais d'épargne de précaution, l'importance d'en avoir une, etc. Et j'ai sondé mes abonnés pour savoir s'ils en avaient une en place, parce que notamment, c'est ce qui va leur permettre de commencer à investir dès lors qu'elles ont cette épargne de précaution de préparer, de fête et de mise sur un compte. Et j'avais, je pense, 40% de personnes qui m'ont dit non, je n'en ai pas. Et ensuite, j'ai reposé une autre question. J'ai demandé, si, pour celles qui n'en ont pas, en gros, est-ce que vous ne savez pas la calculer? Oui, non. Et j'avais plus de 60% de personnes, je crois, qui me disent qu'elles ne savaient même pas comment la calculer. Du coup, bah, forcément, quand j'entends ça, eh bien, moi, je réponds à ce besoin-là le lendemain, donc aujourd'hui, en postant un carrousel, donc plusieurs slides, donc un contenu éducatif sur plusieurs slides, sur l'épargne de précaution. Pourquoi c'est important d'en avoir une et comment la calculer. Et ça, je pense que c'est ce qui fait certainement que mon compte fonctionne aussi. C'est parce que j'ai toujours mes abonnés, leurs besoins en tête et j'essaie d'y répondre au travers de mes posts. J'essaie de ne pas rentrer trop dans la technique parce que l'idée pour moi, c'est plus expliquer pourquoi c'est important de le faire. Parce que je considère que je m'adresse à des adultes et donc ces personnes-là, ce n'est pas comme les enfants. Elles ont besoin de comprendre pourquoi il faut faire les choses. Donc à chaque fois, mes posts sont beaucoup tournés sur le pourquoi. Donc là, une fois aussi, j'ai parlé de pourquoi c'était important d'investir et je donnais l'exemple de deux femmes qui épargnaient exactement la même somme pendant 20 ans, une qui plaçait cet argent et une qui ne le plaçait pas. Et au final, sur 20 ans, elles avaient un écart de plus de 100 000 euros sur leur patrimoine financier. Et donc ça, ce type de poste, eh bien, c'est un poste qui permet à une femme qui, par exemple, n'osait pas investir de se dire, OK, il y a un problème. Et donc, mes posts, c'est aussi beaucoup identifier des problèmes, peut-être des problèmes que les femmes ne savent même pas qu'elles ont. Eh bien, j'en parle et j'essaie de leur expliquer à chaque fois pourquoi il faut faire les choses. Et je pense que ça fait que ça fonctionne parce qu'en fait, elles ne le font pas juste parce que Francesca a dit qu'il faut le faire, mais clairement, elles le font parce que on leur a expliqué pourquoi il faut le faire. Donc voilà. Ouais. Non, c'est très chouette et c'est vrai qu'on voit dans ton compte que tu fais énormément de carrousel. Enfin, je veux dire, tu en fais Oui, beaucoup. Tu expliques effectivement beaucoup de choses. C'est passionnant. D'ailleurs, franchement, je recommande à quiconque d'aller lire tes carousels. merci. Ce format carrousel, c'est un format que Oui, tu utilises depuis longtemps. C'est un format qui a tendance à non. bien marcher aujourd'hui et qui est beaucoup poussé par Instagram. Est-ce que ça t'a pris un peu de temps de trouver comment utiliser ce format? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel tu es très à l'aise? Comment tu les crées? Alors, en fait, je pense qu'en 2018, c'était pas possible, il me semble, de faire des carousels. Je ne sais pas exactement quand est-ce que la fonctionnalité est arrivée de pouvoir poster plusieurs photos. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais moi, je pense que ça doit faire un moment quand même que j'en réalise. Et aussi le fait que j'ai arrêté mon blog en février de cette année, si je ne me trompe pas, oui. J'ai arrêté mon blog et du coup, parce qu'en fait, je manquais de technique sur la gestion d'un blog. Par contre, je voulais maîtriser une chose, je voulais maîtriser Instagram. Donc au final, ce que je rédigeais normalement en article de blog, je l'ai transformé en carrousel parce que j'avais besoin de ne pas ennuyer les personnes. Et c'est toujours plus facile pour les personnes de swiper des slides plutôt que de lire une description de photo qui fait 50 lignes. Et je pense que c'est comme ça que j'y suis venue. Et j'ai aussi eu à l'époque un commentaire d'une amie qui me dit: «J'aime beaucoup ce que tu postes, Francisca, mais tu parles tellement sous tes posts que des fois, je t'avoue que je ne lis pas tout.» Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer les carousels parce que j'ai constaté aussi, et ça c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup, une fonctionnalité que j'aime beaucoup exploiter, c'est le nombre d'enregistrements. Et mes carousels sont énormément enregistrés. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, OK, ça veut dire que les gens aiment les carousels et je vais continuer d'en produire. Et c'est le moment, en fait, pour moi, où je me positionne aussi en expert. Donc là, on parle plus de stratégie du coup. J'ai plusieurs types de contenus. J'ai des contenus divertissants que je mets plutôt en story parce que ça expire sous 24 heures.
dans mon feed, ma stratégie, c'est plutôt de me positionner en experte sur le sujet. Donc, j'apporte des solutions à un problème. J'éclaire les femmes sur des points auxquels elles n'ont peut-être pas pensé. Je leur donne des solutions dans mon feed. Je les divertis en story. Et aussi, je, euh, je propose différents formats. Donc, un peu de vidéos avec les Reels. Je propose des carousels et je propose aussi des citations où c'est moi qui donne une phrase un peu, en guillemets, percutante sur une valeur que j'ai ou sur une pensée que j'ai, etc. Donc, je pense que cette variété-là fait que les femmes, il me semble, ne s'ennuient pas quand elles arrivent sur mon compte. Non, je te confirme, on ne s'ennuie pas en lisant tes posts. Du coup, alors, question purement technique, les Oui. carousels, comment tu les crées? Tu utilises quel outil? Comment tu fais? Parce que je sais que c'est une question que les gens se posent souvent. OK, comment je Mm. fais un carrousel qui soit visuel, impactant et en même temps beau, quoi? Ouais. Alors, moi, la première chose que j'ai faite dès que j'ai connu cet outil, c'est de l'utiliser, c'est Canva ou Canva, selon, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est mon outil chouchou pour préparer mes posts Instagram pour avoir un contenu visuellement beau, visuellement cohérent. Et donc, j'utilise énormément Canva. Et, et quel autre outil? Non, je pense que clairement, c'est surtout Canva. Et pour Canva. réaliser mes carousels, j'utilise donc Canva. Et autre chose que j'ai fait, mais ça, c'était il n'y a pas longtemps, moi, dans mon domaine, donc les finances, j'avais besoin de pouvoir proposer des contenus un peu graphiques. Donc, proposer des diagrammes, proposer des tableaux, etc. Et ça, c'était compliqué pour moi de le créer moi-même sur Canva. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Etsy et je suis allée acheter un pack un template en gros de post Instagram destiné aux personnes en gros qui avaient besoin de créer des contenus un peu chiffrés, visuels, infographiques, etc. Et ça m'a énormément aidé. Je pense que j'ai dû l'acheter 25 ou 40 euros et j'avais 70 templates. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser des carousels plutôt intéressants, visuellement beaux. Génial. Merci pour cette astuce. L'astuce d'Etsy, c'est une très bonne astuce, effectivement, pour les Mm. templates. Ok, je voulais te poser une autre question qui m'échappe, mais ça va me revenir. Oui, tu parlais tout à l'heure de calendrier éditorial et en même temps, Oui. tu disais dans une story, j'ai posé une question et puis tout d'un coup, du coup, ça m'a fait penser qu'il y a un contenu qu'il faut créer et je l'ai créé le lendemain. Mm. Donc, comment tu jongles entre calendrier éditorial et spontanéité? Déjà, mon calendrier est toujours pas prêt. Il n'est toujours pas prêt parce que c'est difficile pour moi de me projeter dans la durée comme ça et avoir quelque chose d'organisé. Et clairement, je pense que au début, j'étais contre le calendrier éditorial. Je me disais, ah non, moi je veux de la spontanéité, etc. Mais en fait, au final, la spontanéité, elle a quand même des limites. Quand on se lève à 7 heures ou 8 heures et qu'on doit poster avant 9 heures et qu'on ne sait pas quoi poster, mais qu'on sait que on a envie de poster et que du coup on passe sa matinée à trouver une idée de post, eh bien, c'est pas le genre de matin que j'ai envie d'avoir. J'aime bien les matins un peu plus cool. Donc, du coup, je me suis dit, c'est important qu'au moins la veille, j'ai mon post du lendemain. Et c'est comme ça que de plus en plus, j'ai commencé à remplir un calendrier. Déjà, j'ai un tableau Excel où je rentre à chaque fois mes idées de contenu. J'ai aussi mes notes sur mon téléphone où je rentre à chaque fois que j'ai une idée ou à chaque fois que je tombe peut-être sur un contenu sur Instagram qui m'inspire, eh bien, je note cette petite idée et pour la refaire un petit peu à ma sauce plus tard. Et aussi mon tableau Excel où je rentre vraiment toutes les idées que j'ai. Et quand je suis en panne d'inspiration, eh bien, je vais regarder cette banque d'idées et je choisis un post et je le crée sous Canva et ensuite, voilà, je le poste sur Instagram. Ok, super. On arrive tranquillement à la fin de cette interview qui était Mm. extrêmement riche, je t'avoue. Pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné pour Mm. Instagram ou pour ton business en général et que tu passerais aux autres? Ce serait quoi? Euh, je pense que il y aura plusieurs conseils. Je vais en donner un seul. Alors, le conseil que je donnerais en tout cas pour Instagram, je pense que c'est de connaître son audience, de savoir ce dont elle a besoin et lui offrir ce dont elle a besoin.
Je dirais ça. Ça me paraît un conseil tout à fait pertinent. Oui. Merci énormément, Francesca, d'avoir fait Merci, cette Laurence. interview avec moi et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci, Laurence. À bientôt. À bientôt.